Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission L'Hebdo des éditorialistes. Cette rubrique du dimanche, c'est politique qui permet aux acteurs des médias de se prononcer sur les actualités phares de la semaine. Et aujourd'hui encore, on va se prêter à l'exercice. L'actualité a été bien riche ces derniers jours. Sur le plan politique, on observe une avalanche de démissions au sein des partis de la mouvance. Les cas les plus récents sont le départ de Eugène Assampon et Basile Gbolin de l'UP Le Renouveau, sachant que quelques mois en arrière, l'une des figures influentes du parti, Christelle Rondon-Noubo, a été révoquée. Plus récemment, c'est le limogeage de Samo Seydou Adambi pour pratique solitaire qui a défrayé la chronique. Ces événements nous amènent à nous questionner sur la dynamique interne des partis à la mouvance. Sont-elles le signe de tensions internes ou d'une réorganisation stratégique? Côté culturel, le TOFA 2025 est placé sous le signe Fou-Yekou après consultation officielle lors des Vodou Days. Quelle implication du FA dans la gouvernance? Nous allons en parler. Nous n'allons pas manquer également de dire un mot sur la pète des 28 soldats face aux attaques djihadistes. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau le directeur de publication du quotidien 4 sur table. Il s'agit de Aurélien Aïssou. Bonjour à vous. Bonjour Maël, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers confrères et Patrick Loco. Et face à lui, Yves Patrick Loco, qui est journaliste à la SRTB. Bonjour à vous. Bonjour Maël, je salue également les téléspectateurs de votre chaîne. Alors, je l'annonçais dans l'introduction, on a pu observer quelques démissions, également des limogeages ces derniers mois au sein de la partie dite de la majorité présidentielle. Aurélien Aïssou, qu'est-ce qui pourrait justifier ces démissions? Vous avez évoqué des noms que je ne connais même pas dans l'arène politique. Donc, si on sait il y a des nomades politiques, parce que est-ce qu'ils sont dans un parti par conviction, est-ce qu'ils sont actifs? Donc, si ceux-là voulant une position qui ne l'auraient pas eu dans le temps, je pense qu'ils vont chercher à aller ailleurs. Mais tout compte fait, ils sont toujours dans la mouvance. Est-ce que c'est malgré eux? Parce que même s'ils vont de l'autre côté, ils auront de la place. Moi, je ne connais même pas ces noms, donc je ne connais pas leur fief, je ne sais pas leur force dans la politique. Donc, c'est de l'eau versée sur le dos des canards, selon moi. Yves Patrick Loco, Basile Gbolin, qui est membre fondateur de l'UP et de l'UP Le Renouveau, a expliqué sa démission par un manque de considération qui subit de la part des responsables du parti Baobab, tandis que Eugène Assampon n'a pas digéré son mauvais positionnement aux législatives 2019 sur la liste UP. N'est-ce pas le signe de tension à l'interne? Tension interne, je ne saurais le dire. Les gens ont exprimé leur malaise. Vous avez appelé deux noms que j'avoue qui ne sont pas des figures majeures de la politique au Bénin. On les connaît peut-être à Parakou. Bon, Eugène Assampon, par son ascendance et par tout ce qu'il fait aussi du côté de son métier. C'est un opérateur économique un peu comme son père. Donc, on peut connaître Eugène Assampon. Basile Gbolin, bon, on le voit dans quelques interviews de temps en temps à la télé, mais dire que c'est des figures majeures de la politique au Bénin, je ne crois pas. On peut dire que c'est des noms connus localement à Parakou, mais qu'ils partent, ils ont exprimé le fin motif de leur départ, c'est que il y a un manque de considération à leur égard. Maintenant que Eugène Assampon évoque son mauvais positionnement pour les législatives de 2019, vous avez dit, ou 2023? 2019. Et depuis ce temps-là, il est resté.
Bon, peut-être qu'il attendait mieux, qu'il n'a pas eu. Est-ce que ce n'est pas le fait, l'impression de vivre dans l'ombre qui a peut-être motivé cette démission? Mais qui ne vit pas dans l'ombre, qui ne dit pas que vous auriez vous auriez voulu être quelque part où vous n'êtes pas actuellement. Les partis politiques, vous savez, c'est un ramassis de personnes, c'est un regroupement de gens aux intérêts variés. C'est comme biologiquement, quand on nous explique comment on est venu au monde, c'est une course. C'est une course et c'est les plus solides qui résistent et qui répondent à l'appel. Donc, signe de malaise, je ne crois pas, mais bon, s'ils l'expriment ainsi, on pourrait le leur concéder. Un parti politique, c'est plusieurs personnes à la fois, c'est plusieurs intérêts à la fois, et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il y en a qui sont obligés de subir. Est-ce que parce qu'on est membre fondateur et abusivement aussi les gens emploient ce terme membre fondateur de parti pour faire croire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Membre fondateur de parti, c'est parce que tu as été approché pour donner tes dossiers pour la constitution du parti. Ce n'est pas quelque chose de très extraordinaire et les gens veulent employer ce terme-là pour se faire valoir. Je ne crois pas que ce soit très important. Alors, Aurélien Aïssou, qu'en est-il alors du cas de limogeage de Samou Seydou Adambi récemment? Bon, si à partir des réformes politiques, ceux qui doivent prôner cela se dissocient pratiquement, on le dirait ainsi à l'appréciation, il a été reproché des actions solitaires sous prétexte qu'il voudrait être candidat sans que le parti ne l'ait indiqué. Et si nous retournons à la veille déjà du jour de son limogeage, il a été sanctionné et coupé de toute activité au nom du parti. Donc si le chef d'État qui prône aussi les réformes partisanes voit que déjà ce ministre qui est dans son gouvernement n'est pas là de son propre chef, ce n'est pas du parti qu'il a été proposé, donc il ne doit pas être l'élève réfractaire de peur de ne contaminer d'autres, parce que ceux qui ne sont pas de la bonne voie, que la mouvance n'ont pas encore, je dirais, digéré ces réformes partisanes, et ceux qui doivent montrer le bon chemin, qui sont à la fois avec le gouvernement, vont encore faire fléchir ces réformes. Je pense qu'il est de bon temps et il revient au chef de l'État de mettre qui il veut, quand il veut, et à la place qu'il veut, et au moment où il veut. Donc je pense que c'est ce qui a été constaté et il a été purement et simplement remplacé. Yves-Patrick Loko, assisté à des cas de démission en ces temps où nous sommes à quelques mois des élections générales 2026, est-ce que cela est opportun? D'abord, vous parlez d'élections générales. Moi, j'aime pas trop ce thème-là parce que on peut qualifier 2026 d'année électorale. Même parler d'élections générales, c'est comme si toutes les élections vont se faire le même jour ou à la fois. Je crois que c'est un lapsus. Bon, il y a la présidentielle, il y a les législatives, il y a les communales et locales. Donc, c'est un abus mais qui est communément admis quand les gens parlent d'élections générales. Les gens qui partent, par exemple, de l'UP, le Renouveau, on observe que pour la plupart du temps, ils vont au bloc républicain et vice-versa. Ceux qui partent du bloc républicain vont au parti Union progressiste, le Renouveau. Je n'ai pas encore souvenance que des gens ont quitté des partis de la mouvance pour rejoindre les démocrates ou FCBE ou un autre parti. C'est possible que ça arrive. C'est peut-être que le cas est déjà arrivé et qu'on n'en soit pas informé. Donc, affaiblir la mouvance, je ne le crois pas, puisque c'est du pareil c'est du même au pareil, j'allais dire, et qui est un parti de la mouvance pour aller à un autre de la mouvance. C'est juste comme un jeu de chaises musicales qu'ils font. Maintenant, au-delà, si ça peut arranger les autres, bon, ils sont preneurs. Hein, si
les démocrates peuvent aussi aller pêcher dans les eaux de la mouvance, ça va être bénéfique pour eux. Ce n'est pas un conseil que je leur donne, mais je me dis que d'une part, les démissions en cascade observées peuvent profiter aux autres partis de l'échiquier politique national, c'est-à-dire aux partis de l'opposition. Oui, allez-y. Oui, oui. Si à l'approche, on est à la veille d'une année électorale, pour ceux qui se disent être de la mouvance présidentielle et qui soutiennent les actions du chef de l'État, est-ce qu'ils sont dans ces partis en soutenant les actions de leur chef de parti ou du président de la République? À cet effet, peu importe là où ils se retrouveraient. Donc, s'il y a ces mouvements migratoires politiques, à la veille d'une année électorale, moi je me pose une question. Est-ce que l'UPR aura son candidat à part, BR aura son candidat à part? En ce moment, on saurait que oui, ces mouvements peuvent avoir d'impact. Mais si vous soutenez, peu importe là où vous vous retrouveriez, moi je ne vois pas. C'est juste la position personnelle. Et on cherche à avoir une position à soi que de penser à l'action commune du parti jusqu'à la mouvance, selon moi. Parce que est-ce que c'est des gens qui ont la conviction? Ils sont sans conviction, c'est pour des intérêts partisans non avoués. Puisque si celui qui n'a pas été positionné depuis 2019, c'est le moment à lui de démissionner. Et pour quelle raison aujourd'hui, à la veille d'une autre? Maintenant, là où vous êtes resté pendant près de 6 ans, vous n'avez pas pu être positionné. C'est là où vous irez à la veille, à quelques mois que vous serez positionné. Là, la question reste posée. Puisque, est-ce qu'il y a des jeux qui se font entre ces chefs de parti qui veulent avoir des militants en leur sein pour montrer, faire les yeux doux aux chefs de l'État? Parce que si c'est parti de là, si c'est le nombre de militants et le nombre de voix et autres d'élus, si avoir la nouvelle configuration des ministres conseillers nommés et des ministres au sein du gouvernement, on voit que le BR qui n'a pas atteint le nombre d'élus au Parlement dépasse en a plus que l'UPR, si à l'analyse, si vous voyez ceux qui ont été nommés, et même au dernier remaniement technique, celui qui est là, c'est encore BR. Et même le ministre conseiller qui a remplacé l'autre cas est encore BR. Donc, est-ce que c'est le nombre de militants, tout ça là, qui va faire fléchir le chef d'État, qui va faire les yeux doux au chef d'État? Moi, je me pose encore la question. Peu importe là où ils seront, s'ils sont convaincus des actions, en soutenant les actions du chef de l'État, peu importe là où ils seront. Et le dernier mot revient au chef de l'État. Moi, je l'ai tout dit. Donc, le reste, je ne vois pas si vous soutenez, vous me soutenez. Allez, vous allez rester discipliné. Et en ce temps, vous aurez ce que je pourrais vous. Alors Yves Patrick Legault, pour rebondir rapidement. Est-ce que le système partisan, est-ce que cette réforme-là vit toujours? Est-ce qu'elle n'est pas décédée? On va demander peut-être aux politologues pour savoir. Mais il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui ont vraiment mis à mal cette réforme du système partisan-là. Et Aurélien Aïssou, pourquoi cette difficulté maintenant à se soumettre au système partisan? Bon, je parlais tantôt de conviction. Est-ce que c'est sans compter avec ce qui adviendrait par la suite? Est-ce que par le passé, des ministres restent au gouvernement pendant 8 ans? Donc il se disait que bon, en y allant, vous prenez l'UPR, c'est des centaines de partis qui sont regroupés. Donc, chacun gérait en tant que patron et on le contactait directement. Aujourd'hui, ils se sont réunis et ils sont sous la coupole d'un chef qui devait les contenter selon que cela puisse être capable. Mais si à l'attente, ils voient que ça ne passe pas, il faudrait monter à voir pour montrer qu'on existe aussi. Donc, si eux-mêmes, c'est difficile. Mais comme on ne peut pas parler, la dernière fois, comme Seba a dégradé sa candidature, quelqu'un l'a limogé, personne ne l'a limogé, parce qu'il ne fait pas partie de ceux qui portent les actions du gouvernement, de ceux qui se sont dit oui, nous serons le gouvernement à travers son chef et tout ce qu'il fera
pour notre bien-être, surtout à travers les réformes partisanes, nous soutenons. Mais voilà que ceux qui en griffent, est-ce qu'ils ont applaudi par procuration? Ils ont accepté par procuration, je ne sais pas où, c'est difficile d'avaler. Donc, c'est à partir de là. Et ceux qui sont avec le gouvernement, ils doivent même féliciter ceux qui sont de l'opposition, qui haussent le ton pour dénoncer, dire ah ça ne marche pas, à cet endroit ça ne marche pas, si on faisait ci, ça pourrait plus porter. Mais vous qui êtes les enfants, les chiens du roi, et vous êtes difficile d'apprécier, ça veut dire que c'est de l'hypocrisie avec le chef d'État et il doit rester éveillé. Hypocrisie, je ne m'écarterai pas trop de la ligne de mon cher ami Aurélien. Oui, volonté de s'affirmer, mais on vous dit que les choses ont changé. Il faut comprendre que les choses ont véritablement changé. Ce n'est plus comme avant où on pouvait, au nom d'un parti politique créé dans son village, aller revendiquer des choses. Ce n'est plus possible, on l'a dit. Mais dans le même temps, il se fait aussi qu'il y a des choses qui se passent, mais on constate que personne ne tape du poing sur la table. Lesquels, par exemple? Si on nous dit que Sam Seydou Adambi, ancien ministre des Mines, ancien coordonnateur PUGEMU, ancien maire de Parakou, je crois, si on nous dit que Sam Seydou Adambi a été suspendu de tous les organes de son parti politique, c'est-à-dire le Bloc républicain, c'est parce qu'on nous a dit qu'il aurait pris des engagements au nom du parti et tout. Bon, c'est sous-entendu qu'il se préparerait pour la présidentielle et tout ça. Nous, on n'a pas les preuves de ça. C'est vrai qu'on a vu deux ou trois journaux écrire qu'il y a une forte pression populaire pour que Sam Adambi soit porté candidat à la présidentielle. Maintenant, si au-delà de ces cas, je disais que pour ces cas-là, on a tapé du poing sur la table. Je n'oublie pas l'exemple de l'ancien ministre Oswald Khomeki qui s'est prononcé pour un candidat hors parti. Mais pour ces cas parce que c'est des ministres, on a dû taper du poing sur la table. Mais tous les jours que Dieu fait, il y en a qui font des déclarations, qui font des sorties, qui mettent véritablement à mal ce système, cette réforme du système partisan. Mais je crois qu'on ne leur dit pas, on ne leur dit rien ou on ne leur dit pas grand-chose. Peut-être à l'interne, on leur fait des reproches, mais on constate que ces gens-là agissent impunément. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas ministres? Je ne saurais le dire. Cette manière de transiter d'un parti à un autre, encore de la mouvance, moi, il est souhaitable, peut-être c'est des suggestions, que si vous soutenez les actions du gouvernement, restez là où vous êtes. Et il doit y avoir un règlement intérieur qui doit stipuler au sein des partis qui soutenant les actions du gouvernement. Donc, peu importe là où vous êtes, il doit y avoir, que ça soit clair, des circulaires pour leur dire, peu importe, vous restez où vous êtes, on vous connaît déjà. Là, vous dites que vous êtes membre fondateur. Membre fondateur, vous n'avez plus besoin de faire. Quand vous irez de l'autre côté là, vous allez encore fonder, bien vous allez refonder. Donc, de la fondation à l'adhésion, vous voyez qu'il y a une. Donc, j'aurais souhaité qu'il y ait de la discipline qu'on respecte. Il s'agit d'un réalignement politique pour 2026. C'est le peuple qui décide. Alors, Yves-Patrick Loko, ces événements récents pourraient-ils inciter l'opposition à se réorganiser pour tirer parti des éventuelles failles au sein du camp présidentiel? Oui, à eux de s'organiser, de se réinventer, de s'adapter aux réalités. Mais est-ce qu'ils sont focus sur ces objectifs-là? Pardon, est-ce qu'ils sont focus sur ces objectifs, j'allais dire? Je ne le sais pas trop parce que j'ai l'impression qu'ils sont trop distraits. Les opposants? Oui, ils s'occupent à autre chose que ce qui devrait les préoccuper normalement. Qu'est-ce qui devrait les préoccuper selon vous? Vous avez dit qu'il y a une année électorale qui se prépare, qui est 2026. Est-ce qu'ils sont focus sur ça? J'ai l'impression que ils ne le sont pas. Ils ne sont pas encore prêts. On va nous dire qu'il y a une organisation interne, mais on discute avec les gens et je crois qu'ils sont trop occupés à autre chose que ce qui devrait
normalement être leur vraie préoccupation? Bon, moi là-dessus, je pourrais dire que il a un jeu. Chacun se surveille. Ils attendent certainement la désignation du candidat du camp de la mouvance avant De réagir. de réagir. Parce qu'ils ne veulent pas sortir un candidat pour que du coup ça soit d'abord distrait. Mais ils attendent. En tout cas, les deux camps se surveillent selon moi. En chien de faïence. Alors, quel enseignement tirer de cette période pour renforcer la stabilité institutionnelle et garantir des transitions démocratiques exemplaires pour le Bénin? J'aime bien observer le monde politique. J'aime bien réagir par rapport à l'actualité politique. Oui, ce qu'il faut faire, non, c'est déjà de renforcer les bases. Il y a la réforme du système partisan, une fois qui est déjà là, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est un test de loi. Donc, il y a la loi, il y a que c'est fait pour que les hommes la respectent, la loi. Donc, si déjà on peut éviter de mettre à mal les lois, l'esprit des lois, ce serait très bien. Que les disciplines internes instaurées au niveau des partis soient respectées, que la discipline interne soit de mise, que les gens se comprennent, que la concorde, la fraternité et tout règne au-delà des ambitions politiques, des ambitions légitimes qu'il peut y avoir, hein. Vous savez, quand on est homme, on doit avoir, homme grand H, on doit avoir des ambitions. Mais que ces ambitions-là ne mettent pas à mal les règles établies, ce qui devait être fait pour que la concorde, la paix règne. C'est tout ce qu'il faut conseiller. Aurélien Aïssou, dans ce contexte, une transition maîtrisée par le président de la République lui-même serait-elle réaliste? C'est normal. Pourquoi avoir fait les réformes et avec le niveau de développement auquel il a conduit le Bénin, est-ce qu'il va laisser pour que ça tout retombe? Je ne pense pas. Aucun être humain ne pourrait l'accepter. Donc, c'est de son plein droit d'en vouloir ainsi que certains diront que les arrières soient assurés. C'est tout à fait normal. Parce que, vous savez, on a tous souffert depuis 2016, on a serré la ceinture et c'est maintenant qu'on voit que les choses s'éclorent. On ne peut pas laisser du coup pour dire au nom de la politique, tout retombe. Non. Et le cap de développement a été entamé, donc on est tout dedans. Qui dirait d'ici 5 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, le Bénin se développerait plus que ça. Ce serait la fierté de nous tous et non d'un parti politique ou bien d'un acteur politique, je ne pense pas. Donc, si ça pourrait être fait ainsi, tout le monde va applaudir. Si on réellement, de quelle chapelle qu'on soit, de la mouvement contre de l'opposition ou bien de la société civile, tout le monde veut le développement pour le pays. Et c'est ce que je pense. Alors, nous allons embrayer sur le second sujet, Vodou Days TOFA 2025. Alors, on en dit quoi? Yves-Patrick Loko, le TOFA 2025 est placé sous le signe Fouyekou, signe positif selon le professeur Maounion. Capo, quelle lecture vous en faites? Lecture que je fais de cette consultation nationale du FA à l'occasion des Vodou Days. Je crois que c'est la deuxième fois que ça se fait. La première fois, c'était l'année dernière, justement à l'occasion de la première édition des Vodou Days. Ce n'est pas comme on le faisait avant avec le professeur David Kofi Aza et tous les autres. Cette fois-ci, c'est devant le président de la République que ça a eu lieu, déjà depuis 2024. Et les explications, c'est que c'est celui qui demande, qui assiste à cette consultation nationale-là. Et le signe, le doux qui est apparu, c'est le Fouyekou. Vous avez dit, le professeur Kakoma Ouyon, par ailleurs président du comité des rites du Bénin, l'a expliqué de long en large. C'est un signe de prospérité. Si on respecte les règles, hein, c'est un signe de clairvoyance, de protection également, nous a-t-on dit.
Et ce que j'ai aimé à travers les explications, en entendant qu'il y ait d'autres explications, hein, parce que vous savez, après la sortie d'un signe, d'un doux, il y a d'autres premières explications, mais au fur et à mesure, on approfondit les explications. On nous a dit que le Bénin va triompher d'un mal qui résiste à d'autres pays. Je paraphrase le professeur Kapoma Oignon pour dire que je pense tout de suite à quelque chose. Je ne vais pas forcément m'étaler sur ça, mais c'est une bonne nouvelle quand même pour le pays parce qu'on a trop souffert ces derniers jours. Et si c'est ce à quoi je pense, je dis gloire à Dieu, je bénis les mânes de nos ancêtres et je vais demander que les sacrifices demandés soient effectivement faits pour que nous triomphions du mal. Aurélien Aïssou, est-ce qu'il y a un risque qu'à la longue le TOFA soit politisé ou influencé par les décisions gouvernementales? Bon, ce sont les acteurs du domaine qui pourraient en dire bien à travers les actes de ce qu'ils nous auraient dit et de ce qui se passerait en comparaison entre les deux. Voici, ça, c'était effectif. Maintenant, il paraît que c'est d'une interprétation à une autre. Mais il ne faut pas voir le président d'Arbleu sous son influence et pour lui faire chuchoter des choses, penser que non, soyons réalistes. Et si c'est vrai, on va s'y atteler et on va espérer tous. Parce que le pays, on est tous citoyens de ce pays et on espère bon pour notre pays. Toutefois, quelle que soit la positivité, bien le signe qui est sorti, il a une condition. Donc, il faudrait que nous respections. Mais c'est négatif, c'est un sacrifice de quelque chose qu'on pourrait renverser la tendance au positif. Alors, donc, quel que soit le signe, on doit aussi respecter les conditions qui en découleraient. Donc, on est obligé de respecter pour espérer le bon signe dont tarot déjà mon confrère et Yves Patrick Locaux. Donc, je ne vois pas du mal à ça. On ne veut que du meilleur. On a trop souffert, effectivement. Donc, changeons de cap pour aussi vivre pleinement. Je reviens sur la question posée à Aurélien Aïssou. Politisation du TOFA. Une politisation du TOFA. Bon, on a soupçonné les anciens consulteurs, entre griffes, du TOFA d'avoir voulu politiser la chose. Mais est-ce qu'on peut influencer nos ancêtres? Est-ce qu'on peut influencer la science divinatoire? Est-ce qu'on peut influencer le Fa? Je ne saurais le dire. Politiser de quelle manière? Est-ce à dire qu'il faut dire des choses qui font plaisir au chef de l'État, qui est, entre griffes, le grand demandeur du TOFA? Est-ce qu'il faut dire des choses qui font plaisir? Je crois qu'on ne va pas corrompre le Fa pour faire plaisir à quelqu'un. Et ma réponse est qu'on ne peut pas politiser le Fa. Allez. Je comprends bien ce qu'elle demande. Est-ce que l'interprète peut être influencé? Parce que c'est tout comme si on dit dans l'ancien temps, est-ce que même si le Bocon ne peut pas dire au roi que ça va décider demain? Il ne peut pas. Donc, il y a des manières de dire des choses. Si on détourne ce que le Fa a dit pour faire plaisir à quelqu'un, je crois que les conséquences, la personne peut subir des conséquences. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas politiser le Fa pour faire plaisir à quelqu'un. C'est mon avis. Est-ce que c'est le Vodou Days qui a redonné ce goût de se référer au TOFA? Puisqu'il y a bien quelques années en arrière, les dignitaires en parlaient. Est-ce que c'est les dignitaires qui ont suscité cette initiative chez le gouvernement? Non, ça se faisait, ça se passait tel que Patrick vient de le dire, ça se passait. Ça se passait, mais pas de façon officielle. Et on entendait dire, les dignitaires disaient que voilà, il faut que le gouvernement mette à leur disposition les moyens pour pouvoir renverser la tendance, pour pouvoir faire les cérémonies. C'est pour les sacrifices. Maintenant, vous allez voir qu'il y a même eu 2 comités nationaux officiels
et dans lesquels se retrouvent par exemple le professeur Marion Kofi et Marion Kakpo. Donc c'est officiel, et le professeur Doji Amouzouvi aussi. Donc tout le monde sait déjà qu'on s'attendait. Et depuis plusieurs années, tout le monde, peu importe la manière dont ça se passait, on écoutait Tofa. Oui, Tofa. C'est Tofa. Donc donc ce n'est pas maintenant. Maintenant, c'est la manière de faire ça qui a un peu changé. Sinon, ça se passait depuis. On ne risque pas... Oui, allez-y. Non, ça se faisait, je l'ai rappelé, notamment avec quelques Bokodon, je pense à Jisou, je pense à David Kofi Aza et autres, qui prenaient l'initiative quand même de consulter le TOFA. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que si c'est le TOFA, il y a le FA, il y a le TO qui est le pays. Donc, pour le TOFA, c'est qu'il y a un demandeur notamment qui est celui qui incarne le pouvoir, qui devait le demander. Je crois que les autres le faisaient par leur propre initiative, mais ensuite demandaient l'appui de l'État pour les sacrifices. Cette fois-ci, depuis la réorganisation, avec l'avènement de la première édition des Vodou-Days, on a dit, voilà, celui qui demande le FA au nom du peuple, c'est le chef de l'État quand même. Il est de bon ton qu'il assiste à cette consultation. Et on l'a vu à la plage l'année dernière. Cette année également, vendredi dernier, le chef de l'État a également participé à la consultation publique du FA. Donc, ce qui est plus aisé maintenant, c'est que tout s'est passé devant lui et le gouvernement va donner aisément les moyens pour les sacrifices y afférents. Donc, c'est une très bonne chose. On peut dire que c'est passé d'une façon, d'une méthode embryonnaire, d'une méthode inorganisée à une manière organisée. On ne peut qu'apprécier ça, on peut qu'applaudir ça, parce que c'est plus formel maintenant. Et c'est d'où je comprends alors votre question de savoir si on ne risque pas de politiser le FA. Non, ça ne va pas arriver, puisque la consultation est faite devant tout le monde, on l'interprète. Mais ce n'est pas, c'est vrai que c'est des connaisseurs, c'est des sachants qui sont dans ce comité des rites, dans le comité des rites du Bénin. Le professeur Kapo a expliqué le Doufu Yekou. Mais dans la population, il y a de grands connaisseurs de FA également qui peuvent donner leur interprétation. Donc on ne peut pas tromper au niveau de l'interprétation du TOFA. Je reste avec vous. Oui. Est-ce que l'implication de TOFA dans la gouvernance ne remet pas en cause le principe de laïcité de l'État? Remise en cause du principe de laïcité de l'État, je ne crois pas. C'est comme si vous demandez si les Vodou-Days en eux-mêmes, si l'instauration de la fête du 10 janvier par le président Nicéphore Dieudonné Soglo a remis en cause la laïcité de l'État. Pas du tout. En fait, le 15 août, une date que je respecte. Il y a les christianistes qui sont là. Voilà, et qui vont à la plage le 24 décembre et les membres du gouvernement vont les voir. Il y a les chérubins séraphins qui sont également à la plage de Ekpel la nuit du 24 au 25 décembre. Il y a le 15 août qui se fête à Dassa. Il y a plein de choses qui se font à caractère religieux. Ça n'a jamais remis en cause la laïcité de l'État. Donc, je ne crois pas qu'une fête de Vodou, qu'une fête des religions traditionnelles, que des Vodou-Days et même la consultation nationale du TOFA puissent remettre en cause la laïcité de l'État. Et parlant de laïcité, le Bénin, c'est le vaudou. Nous sommes d'essence vaudou. Je discutais il y a quelques jours avec M. Setondi Adankanli, il est le président du culte vaudou du département de l'Ouémé et par ailleurs membre du comité des rites, qui a dit que pour lui, normalement, le Bénin devait s'appeler Vaudou, ses habitants vaudouciens, vaudouciennes. Donc, le Bénin, pour moi, et Aïsson, on va, Irénée qui est devant moi, et Aurélien qui est devant moi,
Haïssou a forcément une connotation vaudou. Locaux a une connotation vaudou, ainsi de suite. On est d'essence vaudou. Donc ça ne peut pas, et même si vous avez de grands prêtres, de grands religieux, de grands pasteurs, quand même, ils ont quand même... ça, c'est notre culture voilà, donc, qui est différente de la religion. Non, la culture ne peut pas mettre à mal la laïcité de l'État. C'est mon postulat. On peut me contredire, mais je me dis que non, ça ne peut pas remettre en cause. Si ça devait le faire depuis que le 10 janvier a été institué sous Nicéphore Soglo, les voix auraient pu se lever pour battre en brèche ça. C'est vrai que le 10 janvier, on l'a constaté de 2006 à 2016, les gens évitaient ça, notamment qui était ministre. Le 10 janvier, un 10 janvier par hasard, je l'ai rencontré dans un hôtel situé à un peu plus de 7 km de la route des pêches à Ouida, et on lui a demandé s'il était venu pour la fête du Vaudou. Il s'est fâché parce qu'il a dit qu'on ne peut pas poser cette question à un pasteur comme lui. Donc, les gens l'ont évité, on peut l'éviter sans pour autant remettre en cause cette fête-là. Oui, bon, moi je vois qu'on fêtait 10 janvier depuis 1992, si je me trompe. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on veut sous-tendre la laïcité de l'État? C'est parce que depuis 2 ans, ça a pris une autre nouvelle ampleur, où ça a drainé plus de monde. Je peux dire qu'à part la fête du 1er août au Bénin, même fête de Vaudou a plus d'ampleur, mobilisé plus de monde que la fête du 15 août, du 1er août, fête de l'indépendance. Le président, tout président, en prêtant serment, dit aussi au man de nos ancêtres. Donc, c'est largement suffisant pour que nous puissions donner cette connotation d'une telle envergure. Parce que c'est notre identité, ça. Tel que l'expliquait déjà à travers le nom de famille, Patrick. Est-ce que tous ceux qui étaient, il paraît que l'année dernière c'était près de 200 000, 300 000, cette année ça arrive de tripler. Tous ceux qui sont allés à Ouida, ce n'est rien que des adeptes de Vaudou? Je ne le pense pas. Même les adeptes de Vaudou, est-ce qu'ils ont pu, parce qu'ils auraient fêté chacun dans son département. Donc ce sont les chrétiens qui sont devenus plus curieux pour aller à ces lieux, pour visiter. Donc, il a fallu que le président de la République voit à quel niveau le Vaudou à lui seul a au moins 3 dimensions, dimension culturelle et touristique. Est-ce que même les fêtes chrétiennes drainent tant de monde, tant de curieux? Je ne pense pas. Donc, à travers cela, il y a un autre développement. Si on ouvre la voie au tourisme, il y aura le tissu économique va encore plus se développer. Les gens ont fait un chiffre d'affaires colossal. Moi, je n'ai pas pu manger hier. J'ai commandé pendant 3 temps, on n'a pas pu me trouver à manger. Donc, on voit les gens étaient distraits, on a donné ça, on a donné ça 2 jours. Et par chance, c'est à partir de jeudi, donc on a 4 jours pratiquement de congés. Donc, les membres aussi ont accepté que ce qui a été approuvé par les députés a été très bon. Et la première expérience, nous avons eu 4 jours de repos. Donc, tu peux choisir le jour, tu peux aller là-bas. Et ça a mobilisé tout le monde. Donc, je ne pense pas que ce soit les adeptes de Vaudou qui soient allés à Ouida. Il y aura plus de chrétiens que même les adeptes de Vaudou. Donc, la laïcité tient toujours son cours. Et le Bénin, à travers Agbomey, on disait c'est du Vaudou. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le colonisateur a voulu rendre les choses plus... Tu parles de Bénin ou autre, où on nous contraint. Sinon, moi, je m'y plais bien, parce que je prends ça sur l'aspect culturel de la chose. Justement, est-ce qu'il ne serait pas bien de faire la différence entre le caractère culturel des Vaudouises et le caractère religieux de nos traditions endogènes? C'est bien fait ça. Je viens de dire que est-ce que ceux qui sont allés ne sont que des adeptes? Non.
Encore qu'il y a une multitude de religions dans les régions endogènes, il y a plusieurs spécificités. Hein. Si quoi, Sakbatasi, Tron, ainsi de suite. Donc, si déjà, je demandais si ceux qui sont allés sont nécessairement d'une région endogène pour aller là, je ne pense pas. Donc, c'est déjà dissocié. Et c'est à travers la foi, là, vous invoquez, vous touchez la foi des gens. Donc, c'est toi qui sais ce que tu allais le faire là-bas. Est-ce que ceux qui sont allés là, ils se sont mis en transe? Non. Ils ne sont pas allés danser chez les mamies, ainsi de suite, je ne pense pas. Moi, je suis chrétien, mais je suis allé en tant que pour nourrir mon âme culturelle. Et c'est ce qui est fait. Donc, je ne suis pas rentré pour dire que comme je suis allé, je suis devenu adepte d'un culte. Non. Donc, c'est déjà dissocié. Et c'est toi qui sais ce que tu allais faire là-bas. Et avec quelle foi? Donc, ma foi n'a pas été ébranlée. Et il y a beaucoup d'activités. Ouais. Il y a eu des concerts, par exemple. C'était pas des vaudous, c'était pas des fidèles vaudous qui ont animé ces concerts-là. C'était le public qui est venu massivement. C'était pas des fidèles vaudous seulement. C'est pas des rounons, c'est pas des ronvis, c'est pas des ronsis qui étaient là. Donc c'est un programme mis sur pied, pensé pour vraiment mobiliser du monde à Ouida, parce que Ouida se transforme également. Hein? Ouida, avec de nombreuses infrastructures, la reine de Ouida qui a été inaugurée hier. De bonnes choses qui se font à Ouida, donc il fallait quand même initier un programme pour qu'on aille apprécier et tout ça. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes à régler. Les infrastructures hôtelières ne sont pas ce qu'elles doivent être normalement. Bon, quelqu'un me dira qu'à Ouida 92, qui a eu lieu en février 1993, c'était pire. Il n'y avait pas d'infrastructure hôtelière pour recevoir les gens à Ouida. Donc, vous allez faire des discussions, des activités à Ouida. En journée, vous revenez dormir à Cotonou. Bon, ceux qui ont des maisons à Ouida pouvaient se permettre de se coucher, de dormir à Ouida. Sinon, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et je crois qu'avec le temps, ça va se faire. Maintenant, il faut que ça dure. Gospel et Racines, ça a disparu. Il y a plein de choses qui ont disparu. Donc, le combat maintenant, c'est à la pérennisation des Vodou Days pour que ça aille. Comment cette pérennisation peut se faire? Et il faut l'institutionnaliser, ce qui est déjà bien, qui est une loi par rapport à la chose et qui notamment définit la période. Je crois que c'est le deuxième week-end du mois de janvier, jeudi, vendredi. Donc, il faut que cela dure dans le temps, que les ministres de la fonction publique sachent que systématiquement, ces 2 jours-là, c'est sacré, on ne les touche pas, c'est chômé, payé, sur toute l'étendue, férié sur toute l'étendue, non pas férié, mais chômé, payé sur toute l'étendue du territoire national, que on doit laisser les gens aller à Ouida pour ce qu'ils veulent. Tout le monde n'est pas obligé d'aller à Ouida. Les gens étaient par exemple à Porto Novo pour la célébration dans le département de Lomé. Ceux qui ont voulu après se sont rendus à Ouida après les manifestations de Porto Novo, ainsi de suite dans les villes qui ne sont pas éloignées de Ouida. Donc on peut choisir vivre la fête chez soi et ensuite rallier Ouida pour suivre la consultation officielle du TOFA. Donc c'est des choses à faire pour que dans le temps ça perdure. Sinon, ce serait dommage qu'après toute cette expérience, ce qui est sûr, il y a eu un acquis. C'est qu'on a eu Vodou Days 2024, on a eu Vodou Days 2025, on aura Vodou Days 2026, mais après, il faut que l'expérience soit continue. Comment est-ce... Oui, allez-y. Dans la continuité à l'image du ministre dont tu citais, tu évoquais tantôt, qui, tu disais qu'il est pasteur, toutefois, il est dans un gouvernement. Alors, ce examen-là, c'est même une infraction contre la laïcité. Parce que si ce ministre avait des infrastructures hôtelières, et c'est grâce au Vendée que les gens voulaient occuper son hôtel, dirait-il que c'est parce que c'est Vendée, je n'accepterai pas cette clientèle, je ne pense pas. Il aurait aussi fait des chiffres d'affaires. Donc,
si celui qui viendrait après le chef d'État, qui se dirait, le président Patrice Talon, qui se dirait pasteur ou chrétien, pontin, est-ce que cela pourrait perdurer? Peut-il perdurer? Moi-même, je me suis posé la question hier pour savoir que, voilà. Qu'est-ce qu'on à quoi on assisterait si ce n'était pas quelqu'un de cette trempe qui a cette vision de la chose non partisane pour voir que c'est pour mon pays. Tout le monde, oui, les infrastructures, je pense que ça ne peut plus disparaître du jour au lendemain, je ne pense pas. Et les adeptes de la chose même ne vont pas se laisser faire. Non, je ne pense pas. Alors, comment institutionnaliser les Vodun Days sans désacraliser la chose? Chacun reste dans son couloir. Pour dire quoi? Si vous allez dans la forêt sacrée, il y a certains adeptes qui ont joué là-bas. Et au niveau de la plage, les mamis ont joué. Et la place Maro, il y a les Egungun et autres. Donc, et les Angbétors, tant de Python, il y a tout ça là. Donc, tout ça là existait. Maintenant, c'est l'envergure, le style qu'on a apporté à la chose qui a attiré plus. C'est de là que nous parlons de l'aspect touristique, de l'aspect culturel. Les adeptes, c'est dans le couvent, chacun reste dans son couvent. Donc, il y a les couvents, c'est pas... Nous, on ne voit que ceux qui viennent nous présenter. On ne sait comment c'est organisé. Moi, je ne savais pas que les scarifications que les gens ont sur le corps, à voir, on distingue et un adepte d'une religion à une autre. Moi, je ne savais pas. Moi, je vois seulement des scarifications, non, les positions changent d'une religion à une autre. Donc, chacun reste dans son corps. Et ils sont organisés, très organisés. Ils sont très organisés. Et ça suit la discipline hier et ainsi de suite. Donc, je ne vois pas, hier, bien les jours passés, ceux qui étaient là-bas ne peuvent pas dire que oui, l'autre est allé et quereller dans son couvent. Non, ça se passe dans les couvents. Donc, l'aspect qu'on nous montre, c'est l'aspect culturel que nous, on nous montre. L'aspect culturel, ça se passe dans les couvents. Oui. Donc, ce n'est pas... On ne va pas dévoyer le cultuel, le sacré. Le sacré va rester, le cultuel va rester. Le culturel sera montré, le touristique également sera montré, et également l'économique, parce que c'est aussi des enjeux financiers et économiques, j'allais dire, autour des Vodun Days. C'est des devises pour le Bénin, c'est des avantages, des bénéfices, pour ceux qui sont allés vendre, parce qu'il y avait des vendeurs d'objets d'art, même de nourriture. Voilà, il y a un grand impact économique autour des Vodun Days. Donc, ma prière, une fois encore, c'est pourvu que ça dure dans le temps. Et c'est sûr que le gouvernement va prendre les mesures pour que cette initiative dure dans le temps, tel que vous l'avez dit. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas finir sans toucher un mot par rapport à l'attaque de nos soldats. 28 de nos soldats ont été touchés par des attaques djihadistes. Yves Patrick Loko, vous avez un mot à dire par rapport à cela? Oui, très récemment, cette semaine, c'est bien dommage, 28 de nos vaillants soldats ont été attaqués par des individus armés non identifiés qu'on appelle les IANI. On nous a dit qu'un groupe a revendiqué l'attaque. Je trouve que c'est bien dommage. Paix à leur âme, paix à l'âme des soldats tombés. Condoléances aux familles et à toute la nation béninoise. Aurélien Aïssou, un mot à nos soldats. Oui, c'est une lourde perte parce que c'est la première fois que nous enregistrons des décès à ce niveau, de ce nombre très très important. Effectivement, paix à leur âme et les condoléances aux familles pleurées, à leurs proches, parents et amis et à toute la nation béninoise. Et nous devons rester mobilisés, et action collective pour repousser l'ennemi loin de notre pays, parce que on a mieux à faire que de penser à cela. Nous avons quoi pour attirer des djihadistes? Dieu nous aide.
On espère que le gouvernement prendra des mesures dans ce sens. Et c'est sur ces notes, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette édition de l'hebdo des éditorialistes, que je vous remercie d'avoir suivi. Je remercie également nos invités, Aurélien Aïsson, qui est directeur de publication du quotidien 4 sur table, et également Yves Patrick Loco, qui est journaliste à la SRTB. Vous avez pu écouter leurs échanges sur les différentes thématiques que nous avons abordées ce jour. Alors, à dimanche prochain pour un autre numéro de l'hebdo des éditorialistes.